Bon, oui. 1, 2. Voilà. Je vais cacher ma bouteille d'eau, sinon elle va bouillir. Bonjour à toutes et à tous. Salut. Merci d'être là pour cette table ronde au Festival du Livre Paris sur ce thème historique. Aurais-je été résistant ou bourreau? On va parler d'histoire, on va parler de Seconde Guerre mondiale, on va parler de bande dessinée avec nos trois invités que je présente rapidement. Pascal Horry à ma droite, bonjour. Bonjour. Pascal Horry qui est membre de l'Académie française, historien, spécialiste d'histoire culturelle, d'histoire des idées politiques, de beaucoup de choses. Il a notamment écrit, je viens de l'apprendre, 2 livres sur les expositions universelles. Et donc le Grand Palais est un lieu qui lui parle au premier chef et qu'il est content de voir si bien restauré. Un livre notamment sur les collaborateurs en 1980, je crois. Ah, avant même. 76. Ah, 76, voilà. Et puis un livre sur Le Téméraire, un journal de bande dessinée de propagande nazie sous le régime de Vichy. Un livre qui s'appelle Le Petit Nazi illustré et dont la 3e édition vient de sortir et qui est disponible sur le stand de Locus Solus où Pascal Horry signera juste à l'issue de cette rencontre. Et donc Pascal Horry, bien sûr, également grand spécialiste pionnier de l'histoire de la bande dessinée et notamment évidemment de bande dessinée historique. Jean-David Morvan à côté, bonjour. Bonjour. Vous êtes scénariste de bande dessinée, plusieurs centaines d'albums je crois, donc on va pas tous... Dans ma collection, ouais. Donc on va pas tous les citer aujourd'hui, mais depuis quelques années, un certain nombre une part non négligeable de votre travail touche à la Seconde Guerre mondiale. Vous avez notamment écrit l'an passé sur Missak Manouchian, qui est entré au Panthéon. Vous avez écrit pour la jeunesse ou pour les adultes. On peut citer Les Amis de Spirou chez Dupuis, mais beaucoup d'albums qui touchent à des figures féminines pendant la Seconde Guerre mondiale. Simone Lagrange, Irena Sendlerova, Ginette Kolinka et bien sûr Madeleine Riffaut, dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Madeleine Riffaut qui est morte il y a quelques mois, je pense que vous le savez, à 100 ans. Et sur laquelle, quelques mois après la sortie du 3e tome de la série que vous lui consacrez avec Dominique Bertaille, qui fera 7 volumes, je crois. 9 volumes. Mais ça peut changer demain. Voilà. Et le premier tome avait reçu vous aviez reçu avec Madeleine Riffaut le prix Goscinny du meilleur scénario, pour lequel Pascal Horry était membre du jury. Donc il y a des liens. Merci, je vous en dois 2, Pascal. Et à côté, Thomas Legrand, bonjour. Bonjour. Thomas Legrand, journaliste politique à France Inter et à Libération. Vous avez signé un certain nombre d'essais sur la vie politique française, sur la Ve République en particulier, et aussi 2 bandes dessinées avec le même dessinateur, François Varzala. Une un peu historique, l'histoire de la Ve République en bande dessinée, et une autre plus personnelle, peut-être même plus intime, puisqu'elle raconte une page de l'histoire de votre père qui s'appelle Les Évasions perdues, qui est paru l'an passé chez Rue de Sèvres, et voilà, qui raconte l'histoire de votre père qui a été, j'allais dire, pour rentrer tout de suite dans le sujet, ni résistant ni bourreau, parce qu'il a été, comme beaucoup de Français, 1 800 000 prisonniers de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. On va en parler aujourd'hui. Et donc, je voudrais commencer avec ce titre, justement, qui m'a fait... Voilà, je me suis dit qu'on pouvait rentrer dans la discussion avec un petit tour de table sur ce titre. Aurais-je été résistant ou bourreau? Parce que chacun... Il y a des questions qui sont à l'origine de votre travail. Une question que vous aviez, Thomas Legrand, une question que Madeleine Riffaut... une distinction, vous allez nous raconter ça, Jean-David, que je ne sais plus son nom. Enfin bref. Aurais-je été résistant ou bourreau? Vous, Pascal Horry, comment est-ce que vous entendez cette question? Je pense que c'est une question que tout être humain postérieur à cette période doit se poser. Parce que, évidemment, ce qui rend très particulier une recherche historique aussi bien qu'une œuvre d'art inspirée par cette période, c'est qu'on a l'impression qu'on est devant des choix éthiques fondamentaux. Alors, on peut dire qu'à tous les grands moments de l'histoire, même en ce moment, ça se reproduit, mais là, il y a une concentration quand même, que je continue à appeler éthique, assez exceptionnelle.
Et d'ailleurs, à titre personnel, je dois dire que dans les années 70, j'avais déjà commencé à développer un programme, et je l'ai développé, d'histoire culturelle, où la période de l'occupation ne tenait aucune place particulière. Thèse de doctorat, etc. Bon. Et pour des raisons justement éthiques liées à ma génération, puisque je suis né en 1948, donc je ne sais pas si je suis 68 mais j'avais 20 ans en 68, et cette génération, à la fin des années 60, au début des années 70, pour des raisons historiques faciles à imaginer, a commencé à se retourner vers ce passé proche, le passé qui ne passe pas, etc. Et donc c'est absolument pour des raisons éthiques que j'ai écrit sur les collaborateurs, et du coup un deuxième livre, La France allemande, et finalement Le petit nazi illustré. J'ai dit d'ailleurs, ça pouvait troubler certains, que j'avais écrit ça de la main gauche, puisque je suis droitier, hein, c'est une métaphore pour droitier. Et de la main droite, et même des universitaires, même des collègues pensent que ma spécialité, c'était la collaboration. Non. Jean-David Morvan, le trou que j'ai eu ne se comble pas. Je vais essayer de t'aider, mais je Madeleine sais pas ce que tu voulais dire. Riffaut avait en tête une phrase quand elle était en prison: je ne suis pas une victime. Je ne suis pas une victime, je suis un résistant. Je ne suis pas un martyr, je suis un combattant. Effectivement. Voilà. Et bien, le trou, c'est pourtant quelqu'un de très important qui lui a dit cette phrase. Normalement, c'est Aubrac, ouais. Voilà, Et en fait, c'est le nom Raymond qui ne Aubrac revenait qui pas. lui a effectivement demandé de témoigner en 93, 50 ans après la libération, parce qu'il disait les gens vont finir par croire tout ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'en gros, c'est les Américains qui ont libéré Paris. On n'a rien spécialement contre les Américains, mais c'est bien de dire la vérité historique. Donc Madeleine ne voulait pas. Quand Madeleine ne voulait pas, elle gueulait. Et donc Aubrac lui a dit, mais ça veut dire que si tu parles pas de cette période, tous tes copains qui sont morts à 17 ans, tout cela, ils vont être oubliés. Donc elle a dit, bah, si tu vas par là, alors je t'obéis. Et donc elle avait eu, suite à des tortures assez rudes de la Gestapo, on va dire, un choc post-traumatique. Et donc elle avait oublié beaucoup de choses. Elle a raconté la vie de plein de gens après, parce qu'elle était grand reporter de guerre pendant 50 ans. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à retrouver la mémoire de la résistance, en allant parler avec des gamins dans les écoles, etc., qui lui ont posé des questions et qui ont fait revenir sa mémoire. Donc c'est comme ça qu'elle est revenue finalement en arrière dans la Seconde Guerre mondiale à partir des années 90. Donc c'est une histoire de transmission. Thomas Legrand, pour vous aussi, c'est intéressant d'ailleurs que on sait aujourd'hui qu'il a fallu du temps aux survivants de la Shoah, aux résistants, à toutes sortes de témoins ou acteurs de la Seconde Guerre mondiale pour témoigner. Vous-même, votre père, c'est à un moment, vous vous êtes dit, il faut que je recueille sa parole. Et il y avait une question à l'origine qui vous obsédait, qui n'était pas aurais-je été résistant au bourreau, mais qu'aurais-je fait à cette époque? Oui, c'est une question qui m'a été, enfin qui est commune, comme le disait Pascal Horry, à tous ceux qui sont nés après la guerre et qui ont vécu avec les gens qui avaient vécu la guerre. Et moi, mon père nous a, à mes frères et sœurs et moi, nous l'a imposé cette question en permanence, en nous demandant tout le temps de catégoriser les gens, nos amis, etc., entre ceux avec qui on peut partir à la guerre et ceux avec qui on ne peut pas, ceux avec qui on peut résister et ceux avec qui on ne peut pas. Ce qui était terrible parce que moi, je choisissais mes copains en fonction de qui est sympa, qui joue bien de la guitare, avec qui je peux partir en vacances, en stop, pas qui je peux partir à la guerre. Et ça m'est toujours resté d'essayer de se dire, celui-là, est-ce qu'il est du bon côté ou pas, ce qui est un truc, moi-même, je ne sais pas de quel côté je suis, donc c'est quelque chose de terrible. Et lui, ça vient de son histoire qu'il ne voulait pas raconter. Et en fait, il a été en captivité comme 1 800 000 Français, vous l'avez dit, mais dans un camp très particulier, parce qu'il était aspirant. Et il y avait un camp qui avait été négocié entre les Allemands et les Français et Vichy, pour en faire une sorte de camp universitaire de la collaboration. Il s'agissait de former des cadres de la future armée, de la future élite européenne nazie. Et voilà. Et très rapidement, mon père a essayé de s'échapper de ce camp et n'a pas accepté cette vision des choses. Et voilà. Enfin, bon, je ne vais pas raconter l'histoire, mais c'est vrai que cette question nous hante tous. Et elle nous a hanté, notre génération, même si on n'a pas tout à fait le même âge, chacun. C'était une génération quand même dorée, d'une sorte de... On était dans une parenthèse où on n'avait pas vraiment peur de retrouver la guerre. On a eu peur de la bombe à un moment. On n'était pas dans le tragique de l'histoire. Je pense que peut-être que nos enfants ou nos petits-enfants vont vivre
après la fin de cette parenthèse, parce que est-ce que c'était une parenthèse? Il faut peut-être demander ça aux historiens plus qu'aux journalistes, mais en tout cas, voilà. Cette question, elle nous taraude tous, je pense. Pascal Horry, on ne va pas vous demander d'être prophète. Les historiens ne sont peut-être pas prophètes. J'espère pas prophète de malheur. Peut-être que vous voulez quand même répondre à ce que vient de dire Thomas Legrand. Ben, en tant qu'historien sérieux, on ne peut pas répondre à une question comme ça parce qu'on ne sait pas si on est en train d'assister à la fermeture de la parenthèse. On va attendre au moins quelques années, j'espère très longtemps. Mais ce qui est évident, c'est qu'on a tous un rapport, par exemple, c'est intéressant que c'est à l'origine de votre œuvre, ce soit un rapport au père. Bon, mon père avait été rattaché à la confrérie Notre-Dame, donc un réseau de résistance, mais il n'en faisait vraiment pas état. C'est progressivement que j'ai compris ça. J'ai même compris qu'il y avait une très belle histoire d'amour au sein du réseau, entre lui et une dame, enfin, et que j'ignorais que j'avais une demi-sœur. Bon, donc ça c'est très romanesque. Mais pour le reste, travaillant sur la France, j'étais obligé quand même de me poser des questions sur ce cher et vieux pays, comme disait le général de Gaulle, qui a quand même extraordinairement réussi à inventer quasiment le même jour le maréchal Pétain et Charles de Gaulle, quoi. C'est quand même assez remarquable. Mais bien entendu, il faut savoir que la France était massivement derrière Pétain en 1940. D'ailleurs, Jacques Duclos, numéro 2 du PC, Œil de Moscou, bien connu, etc. Je crois que c'est dans un des films façon Chagrin et la pitié, il dit clairement lui-même que Pétain avait derrière lui 80% des Français, on pourrait dire 90% des Français. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que les Français étaient nazis. Dans le cas du petit nazi illustré, on a affaire à des nazis et un programme de nazification de la jeunesse, ça c'est autre chose. Mais l'accord sur la solution Pétain, et ça, moi c'est ça qui m'interpellait. Ensuite viennent les persécutions antisémites, etc. Mais au départ, c'est le fait qu'en quelques jours, alors évidemment c'est quelques jours qui sont la cristallisation de plusieurs mois, voire d'un siècle, en quelques jours, la République s'effondre avec l'assentiment de la représentation nationale. C'est-à-dire que ceux qui nous représentent, nous, Nation de France, les députés, les sénateurs, massivement confient leur destin à, on peut appeler ça un dictateur. Et ça n'a pas été très difficile. Et il y a tout un débat sur le vote de ceux qui étaient élus aux élections précédentes, 36 pour les législatives, donc pour les députés Front Populaire. Bien entendu, on peut retirer une partie, mais une partie seulement des communistes qui étaient interdits. Mais une bonne partie des communistes avaient choisi de rompre avec le Parti communiste. Et au total, bien entendu, parmi les opposants de ce jour fatidique de juillet, ils sont 80, bon, c'est resté célèbre, sénateurs. Il y a une majorité, par exemple, de députés sénateurs de gauche. Mais à l'inverse, parmi ceux, ce qu'on dit moins, c'est que parmi ceux qui confient la totalité du pouvoir sans limite de pouvoir ni de temps au maréchal Pétain, il y a une majorité aussi d'élus de gauche. Bah oui. Donc ce qui est intéressant, c'est l'ambiguïté, l'équivoque. Moi, le premier collabo que j'ai rencontré par hasard, chez une amie, etc., c'est un personnage fascinant. Bon, je n'entrerai pas dans le détail. C'est peut-être ça le déclic, d'ailleurs, pour le bouquin. C'était un homme de gauche d'avant-guerre pacifiste. Pacifiste intégral, même en 1939, même en 1940. Donc, du coup, on touche du doigt l'ambiguïté, parce que ce serait trop simple. Madeleine, moi, on en parle dans le premier, elle m'a beaucoup parlé des pacifistes intégraux, donc c'est-à-dire des gens qui ont fait la Première Guerre mondiale et qui ne voulaient plus vraiment de guerre, qui étaient majoritaires sans doute à cette époque-là, dans les années 30. Et puis arrive la guerre d'Espagne en 1936, et parmi eux, il y a des gens qui se disent il va quand même falloir se battre contre les nazis, et ceux qui se disent on veut vraiment plus de guerre. Et parmi ceux qui sont pacifistes intégraux et qui vont finalement devenir collaborationnistes, il y en a beaucoup qui ont continué à refuser la guerre, et c'est pour ça que ça les a emmenés là. Alors que ceux qui sont rentrés chez les républicains espagnols, ou en tout cas étaient contre la guerre d'Espagne, sont souvent rentrés dans la résistance. Et en fait, c'est une scission qui se fait en 36, 36-37, je pense. Thomas Legrand, sur cette... Oui, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que moi, mon père me disait qu'au début de la guerre, donc il s'est fait prendre tout de suite, mais il avait 19 ans, il était aspirant, et on l'a bombardé à la tête de 40 tirailleurs voilà, et ça n'a pas duré longtemps comme tout le monde, la drôle de guerre a fini comme ça. Et il me dit, au début, moi j'ai cru à la théorie du glaive et du bouclier. Alors, on n'appelait pas ça glaive et bouclier, ça c'est un mot, cette formule Pétain, de Gaulle, glaive, bouclier, c'est un mot des défenseurs de Isorni, des défenseurs de Pétain. Mais il pensait
il pensait que c'était qu'il y avait quelque chose derrière. Et très vite, en fait, comme il a été dans ce camp très spécial qui était dirigé de l'intérieur par un général français qui, lui, avait un discours, pour le coup, quasiment nazi. J'ai retrouvé le discours en entier. C'est un discours pro-nazi. Alors, ça l'a projeté facilement. Il n'était pas dans cette ambiguïté puisqu'il a eu très rapidement le discours nazi, quoi. Donc, quand la collaboration est devenue objectivement non seulement quelque chose pour avoir la paix, les pacifistes intégraux, souvent des trotskistes d'ailleurs, c'est quelque chose de particulier, mais quand c'est devenu évident que c'était quasiment pro-nazi, là, les rapports de force ont un peu changé quand même au cours de la guerre. Quand vous dites 90-10, bon, ça... Ah oui, non, bien sûr. Mais dans la catégorie des pacifistes, on n'a pas vraiment de chiffres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un collaboration... Bon, je parle des collaborationnistes, donc pas des résistants, là, compte tenu du livre dont il est question, là, le petit nazi illustré. Mais parmi les collaborationnistes, pas simplement des collaborateurs, ceux qui sont des idéologues, qui justifient l'Europe nouvelle, etc., il y a une proportion qu'on ne peut pas mesurer, mais qui n'est pas groupusculaire de gens qui viennent de la gauche. Oui, oui. Parce que Doriot s'est éloigné, mais enfin, Doriot est d'abord le numéro 2. C'est terrible d'être numéro 2 en général. Hein. Bon. Donc, numéro 2 du Parti communiste, mais DA vient de la gauche, etc. etc. Donc, la proportion n'est pas négligeable. Bon. Et évidemment, c'est de l'idéologie. C'est de l'idéologie. Alors, évidemment, on pourrait continuer un débat historiographique passionnant d'ailleurs sur ces itinéraires des uns et des autres. Il y a beaucoup d'itinéraires qui finalement, la polarisation n'est pas si simple que ce qu'on croit, résistant ou bourreau. La place de la Première Guerre mondiale dans les parcours des hommes de cette époque, on la voit bien aussi dans votre livre, Thomas Legrand. Les hommes qui ont fait 14 et ceux qui ne l'ont pas fait réagissent différemment à ce qui se passe dans leur vie. Il y a aussi des distinctions droite et gauche, mais il y a aussi l'élite et le peuple. Il y a aussi beaucoup de problèmes comme ça. Je voudrais vous entendre, messieurs les scénaristes, sur la place du témoignage, parce que les deux bandes dessinées dont on parle aujourd'hui sont des bandes dessinées faites à partir du témoignage de votre père et de Madeleine Riffaut. Et donc de mémoires qui sont évidemment imparfaites, sédimentées, lacunaires. Comment est-ce que, avant qu'on écoute Pascal Horry sur ce rapport entre l'histoire et la mémoire, comment est-ce que vous avez travaillé pour combler ou non les trous, rectifier ou non les erreurs, si vous en voyez? J'imagine qu'il y en a, Thomas Legrand. Oui, moi j'avais le témoignage de mon père oral, mais dans son témoignage, outre tous les petits événements de la guerre factuels que j'ai pu tenter de vérifier grâce à une historienne qui avait travaillé sur ce camp en particulier et qui avait fait un rapport, j'ai retrouvé le discours du général Dideley qui commandait ce camp, etc. Et il y a quelque chose que mon père me disait et que je ne retrouvais pas trop dans ce que j'avais appris sur cette histoire. C'est lui, donc, il était aspirant, d'origine bourgeoise et catholique. Et dans ce camp d'aspirants, il n'y avait que des bourgeois, parce qu'à l'époque, les officiers et les élèves officiers, c'était... Et au moment, je ne veux pas raconter l'histoire, mais au moment d'une de ses évasions, il a affaire aux gens qui sont dans le camp d'à côté et qui sont... C'est un camp normal avec, disons, le peuple. Des ouvriers, des paysans. Voilà, des ouvriers. Ouais. Et il touche du doigt, là, le fait que pendant la guerre, on parle souvent des résistants, des collaborateurs et puis au milieu, mais en réalité, les classes sociales, la hiérarchie sociale existaient encore plus et étaient outrés d'ailleurs. Ceux qui étaient officiers et qui étaient dans ces camps plutôt privilégiés d'un point de vue matériel au début, enfin à la fin plutôt, au début c'était un camp un peu de redressement, mais ceux qui étaient là et qui étaient jeunes parce que aspirants, étaient détestés par les hommes du rang qui souvent avaient fait la guerre de 14 et qui avaient été poussés de leurs tranchées à faire des assauts par des officiers qui ressemblaient à ces petits jeunes voilà, qui leur pointaient le pistolet pour qu'ils sortent de la tranchée. Et c'était ces petits jeunes bourgeois qui ne connaissaient pas la vie, ou nobles qui ne connaissaient pas la vraie vie. Et
Moi, mon père m'a toujours dit, il a plus jamais voulu être militaire. Voilà, il est sorti de la guerre en gaulliste de gauche. Il est resté gaulliste de gauche toute sa vie, et il en voulait. Et lui, ce qui l'a marqué, c'était cette différence de classe sociale qui existe, dont on ne parle pas, mais qui était aussi structurante pour lui dans la façon de vivre cette guerre que êtes-vous collabo ou résistant. Jean-David, pendant que je mets une photo de Madeleine derrière vous pour que vous puissiez évoquer un peu les séances de travail. J'ai l'impression d'être assis sur ses genoux. C'est bien. Ah bon. Vous la voyez aussi? Ah oui, voilà. Je la vois là-bas. Vous avez... C'est devenu ta famille, de toute façon. C'est devenu une amie, voilà. Mais sur cette question du témoignage, j'ai dit tout à l'heure que je suppose qu'un témoignage est toujours lacunaire ou toujours et quelquefois biaisé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que pas du tout? La première chose du témoignage en bande dessinée par rapport à des dames qui ont plus de 90 ans, je parle de Madeleine mais aussi de Ginette Kolinka, c'est de les convaincre à faire une bande dessinée parce que c'est pas trop leur truc. Madeleine, elle disait moi je lisais de la BD quand j'étais jeune, mais c'était que des trucs un peu rigolos. Je vois pas comment on va raconter mon histoire comme ça. Les trucs rigolos, c'était le sapeur Camembert à côté de Pascal Horry. Il faut faire attention quand on parle du sapeur Camembert. Moi j'adore le sapeur Camembert, j'ai pas de problème avec ça. Et donc au début il fallait la convaincre de ça. Et c'est Georges Amat, qui est un réalisateur qui a fait des films sur elle, qui lui a dit « Mais Madeleine, vraiment, en vieillissant, tu deviens un con. Je pensais pas que tu deviendrais un con comme ça. Mais la BD, ça a changé parce que quand tu étais jeune et que tu en lisais, ça fait 90 ans. Donc ça commence à faire, donc ça a évolué. Et effectivement, elle a vite compris que c'était une manière, comme elle était maintenant un peu bloquée chez elle et aveugle, c'était une manière aussi de continuer le témoignage que Aubrac lui avait demandé. Donc elle s'est vraiment lancée dans la bande dessinée. C'est pour ça, c'est grâce à ça qu'on a pu avoir d'ailleurs ce prix Goscinny. Et c'est aussi à ça qu'on mesure la différence de classe entre Madeleine et moi, puisque moi j'ai mis 30 ans pour avoir ce prix et elle l'a eu dès son premier album. Donc c'est quand même un peu la classe. Et ensuite, il a fallu discuter de tout ça. Étant aveugle et ne pouvant plus se promener dans Paris, il a fallu qu'on reconstruise nous les choses. Ça aurait été différent si elle avait été avec nous. Et donc, puisque sa résistance, comme elle dit, mon maquis, c'est Paris. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on a été obligé de rechercher. Mais au début, on se disait, il y a un problème, donc ça ne doit pas être comme ça. Elle a dû se tromper. Et finalement, au bout d'un temps, on a arrêté de se dire que Madeleine devait se tromper. C'était quelque chose qui n'était pas possible. À chaque fois, on se retrouvait le bec dans l'eau. Et en fait, on a juste essayé de comprendre comment ça s'était vraiment passé. Et à chaque fois, ce qu'elle disait était juste, en fait. Parmi les très belles choses de la série autour de Madeleine Riffaut, c'est qu'elle est bien instituée comme co-scénariste. Ouais, ce qui est très bien. Hein, parce qu'effectivement, sans cette patte-là, il n'y a pas de scénario qui tienne. Et en même temps, on voit bien le rôle respectif des diverses modalités d'être scénariste. C'est une belle idée de l'avoir mise comme, et non pas d'après un témoignage de. En fait, au début, elle ne voulait pas d'ailleurs. Elle disait mais non, je vais vous piquer des sous, je ne vais pas prendre. Parce qu'il faut dire que dans l'audiovisuel, elle a passé 20 ou 30 ans à témoigner gratuitement. Parce que dans l'audiovisuel, on dit que si on paye les témoins, après, ça peut leur donner envie d'être témoins professionnels et d'inventer des trucs. Je pense surtout qu'ils sont hyper pingres et qu'ils ne veulent pas payer les gens. Mais moi, tout de suite, j'ai dit à Madeleine, mais moi, tu travailles avec moi, donc tu as un contrat et tu es co-autrice. Et c'est comme ça que j'ai envie de travailler avec toi. Et je suis très content de l'avoir fait, surtout après toutes les histoires de sa vie d'arnaque qu'elle a eues. Ça lui a permis de vivre un peu mieux pour le reste de sa vie. Donc, parce qu'après, le témoignage est devenu une habitude. C'est-à-dire que j'allais chez elle 2 jours et demi par semaine. Moi, j'habite à Reims. Elle habite dans le Marais. Elle habitait dans le Marais. J'ai du mal à parler au passé. Donc, je dormais chez elle, on travaillait, on discutait. Voilà, on avait dépassé le cadre de faire une bande dessinée ensemble. Mais c'était quand même le principal des discussions. Comment on va raconter tel événement? Si c'est la torture, comment on va le raconter pour que ce soit suffisamment dur, mais en même temps que ce soit lisible, etc. Donc beaucoup de questions de narration finalement. Et Pascal Horry, tout de même, sur ces 2 albums qui s'inscrivent dans une histoire de la bande dessinée historique, de la bande dessinée de témoignage, qui ne sortent pas de nulle part, j'ai envie de dire. Vous qui avez l'œil un peu de l'histoire longue de cette bande dessinée, depuis je ne sais pas combien d'années, quand est-ce que remontent les bandes dessinées de témoignages ou les bandes dessinées de ce type? Oui, j'ai été pendant 40 ans critique de bande dessinée, en parallèle d'autres choses. Mais là, d'ailleurs, on va commémorer à la rentrée, au sein de la Bibliothèque nationale de France, l'achat des planches de Calvo pour la Bête est morte. Donc, clairement, la bande dessinée accompagne l'histoire. C'est à la fois un témoin, évidemment, c'est une relecture de l'histoire.
la question qui est la vôtre à l'instant, c'est-à-dire le témoignage, ça dit beaucoup de choses sur le caractère évidemment émotionnellement très fort, parce qu'on a encore les derniers survivants, mais on a les parents. On ne peut pas être complètement innocent quand on écrit là-dessus. Hein. Je ne suis pas en train de dire que les parents auraient été coupables ou quoi que ce soit, mais nous ne sommes pas dans un état normal, si j'ose dire. Parce que c'est la France, pas si loin que ça, et sur une question qui, je maintiens le mot, est éthiquement extrêmement grave. Mais ce qui est notable, c'est aussi que des témoignages comme cela, de première main, surgissent ou arrivent en bande dessinée avant toute chose. Ce ne sont pas des adaptations, ce ne sont pas des livres qui sont adaptés par des auteurs. En l'occurrence, pour ces 2 livres-là, même si Madeleine avait commencé à témoigner avant, publiquement, j'ai envie de dire, mais ce sont des... Quand on veut les mémoires ou le témoignage de Madeleine Riffaut, on l'a dans une bande dessinée. Ça fait partie d'une histoire déjà longue et qui m'avait passionné d'ailleurs au départ, autant que la bande dessinée en soi, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler la respectabilisation de la bande dessinée. Ce que le cinéma a connu peu à peu, le jazz, etc., les jeux vidéo, la bande dessinée dans les années 60, donc j'en suis témoin à l'époque, on passe des derniers grands périodiques façon Tintin, Pilote, etc., à des collections comme À Suivre, qui sont des collections de gens qui sont des BD-philes aussi. Les auteurs sont des BD-philes. Ça, c'est nouveau. Et un des traits spécifiques, c'est que la bande dessinée se saisit de quantité de formes qui étaient a priori extérieures. Bon, la BD de reportage, on ne l'imaginait pas. Et puis, ça s'est fait. La BD autobiographique, on ne l'imaginait pas. Parce que tout ça, c'était tellement fait pour les petits-enfants, les petits Mickey pour les petits-enfants, et on a osé ça. Et la BD historique est complètement transformée. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on sort une bande dessinée historique, c'est le lien que je conserve à la BD, c'est que je préside un jury de la bande dessinée historique dans le cadre des Rendez-vous de l'Histoire de Blois. Eh bien, la plupart des albums, vous le savez bien, sont accompagnés d'un dossier. Hein, ce qui explique aussi la dimension pédagogique de ces ouvrages. Le corps enseignant s'en saisit. Je me souviens plus, il y a un dossier dans le vôtre, Thomas Legrand, il y a un dossier, oui, sur l'Aspila, avec une quinzaine de pages, des dessins, voilà, exactement. Avec des cartes et des c'est ça, oui. Tout à l'heure, vous évoquiez ce faisceau de petits faits que vous aviez dû, par conscience professionnelle, vérifier dans le témoignage de votre père. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on construit une histoire comme celle-là, avec un témoignage brut. Justement, comment est-ce qu'on insère dans une histoire un peu orientée? Vous voulez montrer quelque chose, il y a des scènes très fortes qui structurent l'histoire, mais il y a aussi beaucoup de ces petites anecdotes, de ces petites choses qui rendent humain, qui rendent vivant. Est-ce qu'il y a un souci d'équilibre quand vous avez écrit cette bande dessinée, de donner de la chair aux personnages et de pas... comment est-ce que vous avez fait? Quelle est un peu votre cuisine? Je crois que c'est le procédé assez classique de la petite histoire dans la grande, et c'est aussi le procédé assez classique du fils qui demande à son père, et son père lui raconte, et puis il y a un flashback qui s'ouvre et on est dans son histoire, et le récit, et petit à petit on rentre dans son histoire. De ce point de vue-là, c'est assez classique, mais j'ai pas voulu refaire Stalag avec... Stalag qui décrit de Tardi, qui décrit très bien la vie des Stalag, parce que c'est vrai que dans l'historiographie de la Deuxième Guerre mondiale, et d'ailleurs quand j'ai commencé à parler de mon projet à Olivier Vivorca, j'ai été le voir en lui disant mais ce camp... est-ce que vous le connaissez? Et il me dit mais oui, je connais ce camp, mais personne ne veut s'intéresser, mes historiens, mes étudiants ne s'intéressent pas beaucoup au Stalag, parce que évidemment il y a les camps de concentration, il y a le débarquement, il y a la collaboration, il y a Stalingrad. La Deuxième Guerre mondiale est tellement faite d'événements incroyables que et le souvenir des Stalag, c'est un peu honteux, c'est-à-dire c'est quand même 4 ans qui servent à rien, d'une armée en entier qui a été vaincu, qui a été embarqué comme ça. C'est pas, voilà, c'est la vache et le prisonnier, quoi. C'est pas. Donc j'ai raconté un petit peu de la vie quotidienne, des
voilà, des petits détails parce que ça a humanisé. Là, ça n'avait pas de vocation trop documentaire, quoique pour ceux qui n'ont pas lu Tardy ou qui n'ont pas eu des grands-pères qui leur ont raconté ça, il y a aussi tout ça dans le livre, mais c'était pour humaniser les personnages, voilà, des personnages entre 19 et 25 ans qui ne voient pas une fille, qui ne mangent pas à leur faim et qui sont taraudés par des questions politiques, existentielles. Enfin voilà. Avant de poser la même question à Jean-David, Pascal Horry, c'est intéressant que Thomas Legrand évoque Tardy et son livre de bande dessinée sur les stalags. C'est deux bandes dessinées assez récentes sur ce sujet qui, dit-il, étaient un peu boudées des historiens. Il y avait eu, je sais, quand même quelques travaux sur les stalags, mais il y a toujours... Est-ce qu'il y a un temps de latence entre le travail historique de l'historien et le moment où des auteurs de fiction ou des auteurs de genre moins livres d'histoire universitaires s'emparent de ces sujets et qu'ils arrivent dans le grand public? Il y a toujours un temps de latence. Dans un cas comme ça, pour les raisons que Thomas vient de dire, je pense qu'il est presque allongé, ce temps de latence. Mais comme on le sait, du côté, puisqu'on évoquait « je ne suis pas une victime, je suis une résistante », du côté des victimes, par exemple, des déportations, il y a un énorme temps de latence, comme on le sait, pour des raisons qu'on commence à comprendre, mais qui pouvaient surprendre dans un premier temps. Donc, témoigner, alors en plus, il y a le témoignage au sein de l'espace privé de la famille et puis le témoignage public. Enfin, ce temps de latence, c'est classique en histoire. Bon, après, pour ce qui est des stalags, c'est ce qu'a dit Thomas, c'est doublement délégitimant d'être dans un camp de prisonniers. Alors, il faut savoir qu'en 1945, en revanche, d'un point de vue des pouvoirs publics, le premier des pouvoirs publics, c'est Charles de Gaulle, etc. Le prisonnier de guerre, c'est quand même clairement une victime, et c'est le déporté qu'on a du mal à situer. Oui, et le prisonnier de guerre est un électorat aussi. Il y a 1 200 000 personnes, 1 500 000 ou même 800 000 personnes, et ce sont des gens qui reviennent et qui ont un poids politique. C'est comme le François SPO. Mitterrand s'était branché sur cet électorat-là. Le service du travail obligatoire, bon, ceux qui revenaient de ce service du travail obligatoire ont essayé de se faire reconnaître comme déportés du travail. Et il y a eu un moment de flou. Hein. Bon, voilà. Ça dit beaucoup d'une société, quoi. Et De Gaulle lui-même avait été prisonnier 4 ans pendant la Première Guerre mondiale, donc peut-être qu'il était sensible à cette question. Alors, aussi. la Première Guerre mondiale, c'est fondamental. On l'a déjà dit depuis le début de cet entretien à plusieurs reprises. Et je vous signale que quand je posais la question, que je donnais les réponses d'ailleurs, à mes étudiants sur le fait qu'en 1939, la France part vers la guerre à reculons, c'est clair. L'explication est très simple, les monuments aux morts dans chaque commune. Mais on n'imagine même pas à quel point c'était accablant. Donc la nation française n'a pas envie de repartir au combat, même devant Hitler. C'est facile de dire après. Les monuments aux morts, des dizaines de milliers de monuments aux morts. Bon, il n'y avait pas l'équivalent avant 14-18 d'un monument avec tous les morts. L'Arc de Triomphe, on met le général. Là, on met puisqu'on est dans une république démocratique, on met tous les citoyens morts pour la France. Ben, ça ne vous donne généralement pas envie de repartir. Jean-David Morvan, sur cette question à la fois de la difficulté du témoignage ou du temps de latence, et sur la question que je posais tout à l'heure à Thomas Legrand de la façon dont vous construisez vos récits. D'ailleurs, vous nous avez dit qu'il y aurait 9 tomes. Au début, c'était peut-être moins, ça peut encore changer, c'est-à-dire que bon, il y a le succès, j'imagine, d'une part, ça marche, on peut continuer, mais il y a toute la matière que vous avez, et vous dites, bon, mais c'est quand même, ça vaut le coup d'être raconté, ça aussi, et puis vous avez fait ça avec plusieurs personnes, vous avez évoqué Ginette Kolinka, voilà, cette question du témoignage, de la difficulté, des 30 ans ou 40 ans de silence qui ont succédé à la guerre, à la déportation. Bon, je vais répondre plusieurs choses. D'abord, comme je fais aussi des BD sur les photographes, j'avais traité du stalag pour Henri Cartier-Bresson, qui a été pris dans la bataille de France en mai, je pense, fin mai, et qui lui a enterré son Leica dans une ferme avant d'être arrêté. Et quand il s'est échappé du stalag, où il raconte assez bien sa période de stalag, il va la rechercher. Et il redevient photographe dans la clandestinité avant de devenir le grand photographe qu'on connaît. D'ailleurs, le MoMA, le musée d'art moderne de New York, veut lui consacrer une exposition en 1947. Et on parle à Magnum, on parle à Capa
en lui disant on voudrait bien faire une exposition rétrospective en pensant qu'il est mort, mais en fait il est encore vivant. Donc il dit je vais y aller directement. Bon voilà. Ensuite pour Ginette Kolinka, ouais, Ginette elle en a pas parlé pendant 50 ans. Même avec son mari qui lui était déporté aussi, enfin dans un camp de travail, elle en a jamais parlé tant qu'il était vivant. Ils en ont jamais parlé après la guerre, donc c'est complètement fou. Et elle dit, pour la raison pour laquelle elle n'en a pas parlé, elle dit moi après donc elle est née en 25, pardon, février 25, et elle dit moi quand c'était les repas de famille, j'avais un oncle qui avait fait la Première Guerre mondiale et il nous cassait les couilles en permanence avec ses histoires de la Première Guerre mondiale. Et donc, j'ai pas eu envie d'être mon oncle dans les repas, donc j'ai fermé ma gueule, en fait. Elle parle comme ça, et moi aussi. Donc, ça tombe bien. Donc, voilà aussi une des raisons pour lesquelles elle n'a pas témoigné, et puis d'autres aussi. Mais celle-là est quand même un peu plus marrante que les autres, on va dire. Et puis après, pour Madeleine, Madeleine, c'était déjà un personnage formidable, qui était très connu jusque dans les années 70, parce que c'était une grande reporter de guerre de l'UMA. Donc on est allé dédicacer à la fête de l'UMA une fois. Tous les gens qui étaient un peu âgés nous disent « Ah, Madeleine, quand elle débarquait avec sa grande natte, avec les Vietnamiens, c'était génial. » Les gens qui ont travaillé à l'UMA nous disaient « Ah, quand on voyait arriver Madeleine avec son cigare, c'était quelque chose. » Donc c'était déjà un personnage. Donc moi, quand je l'ai connue, elle était beaucoup plus âgée, elle avait 93 ans. Mais c'était encore un personnage, donc il fallait rendre hommage à ça, avec une manière très particulière de parler, qui était à la fois de la gouaille et en même temps littéraire. Et donc j'essaye de retrouver dans les dialogues de comment elle parle, parce que j'ai envie qu'elle parle directement au lecteur. Et j'ai eu cette intuition au début de dire je vais la faire me parler à moi dans les textes, c'est-à-dire qu'on suit la vie de Madeleine et en même temps on a son point de vue sur les scènes, on va dire aujourd'hui, enfin hier quand elle était encore vivante, de ce qu'elle a vécu. Et elle me tutoyait, donc je me suis dit je vais faire Madeleine dans le text-off, ce que j'avais jamais vu en bande dessinée, j'en lis quand même un petit nombre, de tutoyer le lecteur. En me disant au début, le lecteur il se dira elle parle à Jean-David, elle parle au scénariste. Et puis au bout d'un moment, on oublie que j'existe, et tant mieux, puisque mon boulot, moi, dans le mot scénariste, on oublie que j'existe. C'est-à-dire le but, c'est que je ne sois pas en avant, mais que donc, je donne la parole aux gens. Et donc à partir de ce moment-là, le lecteur a l'impression que Madeleine lui parle directement, avec sa manière très particulière. Et donc ça crée un attachement formidable. Et on savait déjà, il faut bien avouer, quand on a fait le tome 1, qu'on allait faire le tome 3. Et c'est pareil con ce que je dis, mais le tome 3, c'est sur la torture et des moments très très difficiles. Et donc on savait depuis le début qu'il fallait créer un attachement très fort à Madeleine au fil des albums pour que ce tome 3 ait une puissance difficile à égaler par rapport à son témoignage de ce qu'elle raconte dans cet album. Donc voilà. Donc au début, nous on savait qu'on en ferait 3 ou 4. On pensait 3, mais son témoignage sur la résistance était vraiment trop long, donc on a décidé 4. Et puis après, comme ça marche bien, ils ont accepté chez Dupuis ce que nous, on espérait depuis le début, c'est-à-dire pouvoir raconter sa vie de reporter après, qui est formidable, avec Éluard, Aragon, Ho Chi Minh, Picasso, Elsa Triolet, André Violis. Bon bref, une vie complètement folle. Et donc ils ont accepté assez vite qu'on le fasse, donc c'est pour ça qu'on a rajouté, mais c'était notre désir dès le début. Alors le scénariste, peut-être qu'il est là pour qu'on oublie qu'il existe. Il y en a dont il ne faudrait pas complètement oublier qu'ils existent, et les dessinateurs. Et je voudrais quand même qu'on dise un petit mot sur le rôle et la place du dessin, peut-être en commençant avec vous, Thomas Legrand. Vous, c'est François Varzala qui a dessiné. Vous aviez déjà fait ensemble une bande dessinée auparavant, mais qui était différente, qui était plus didactique, plus documentaire. Vous avez choisi, je suppose, vous, l'éditeur, de retravailler ensemble avec ce dessin qu'on voit qui est très simple, très lisible, très ligne claire, comme on dit dans la bande dessinée. Qu'est-ce que c'est pour vous quelles étaient vos questions, vos enjeux avec ce dessin? Est-ce que vous êtes convaincu peut-être qu'il y a un bon dessin pour un récit, ou que ça aurait pu être autrement? Je ne suis pas du tout un auteur à la base de bande dessinée, je suis journaliste et je ne suis pas... ni un très bon connaisseur de bande dessinée. Et quand j'avais fait l'histoire de la 5e République, c'est mon éditeur qui m'avait présenté François, et en fait notre binôme avait bien marché. Moi j'ai appris à faire de la bande dessinée avec lui. J'ai une façon d'écrire qui est particulière. Je décris les planches et les cases et les bulles, je décris tout. Et je dis voilà, je voudrais qu'en case 1, sur cette planche, tu me fasses ce dessin où un tel dit ça et l'autre répond ça. Et lui, il me dit ah bah non, voilà, il me faut 2 dessins, où là je peux réunir.
ou bien il me dit bah non, bah, là, ton dialogue ça va pas parce que voilà, il y a quelqu'un qui dit quelque chose à quelqu'un et qui lui répond. Et il y a une autre réponse. Quelle expression du visage je fais, celui de la question ou celui de la réponse, des choses basiques auxquelles je n'avais pas pensé. Il y a aussi l'histoire du rythme. Donc lui, il est un petit peu le metteur en scène. Je suis le scénariste et c'est le metteur en scène. Et moi, je suis un scénariste qui avait des idées de mise en scène, qu'il a souvent remis en cause. Il avait raison. Et tout ça sous l'œil de Nadia, notre éditrice, qui nous disait non, là c'est trop long, là c'est trop court, là il faut dialoguer ça, voilà. Donc, et le dessin, pour ces sujets-là, moi je voulais un dessin assez simple, pas trop intimidant. Et bon, c'est un dessin assez Tintin, quoi, c'est ligne claire. Et c'est vrai qu'en tant que profane de la bande dessinée, on peut se dire que c'est pas très original, mais moi je trouve ça, je trouve ça très accessible et je l'ai fait au départ avec l'idée pour mes enfants et mes neveux et nièces et je voulais que mon père ressemble un peu à mon père quand même, qu'il soit pas trop stylisé, même si vous l'avez appelé autrement. Oui, je l'ai appelé autrement parce que je suis pas romancier, j'ai repris tout ce qu'il m'a dit, mais le fait de... Et puis j'ai aussi, disons 80% de ce qui lui arrive est vrai, et 20% je l'ai puisé dans d'autres témoignages de ce camp-là que j'ai trouvé, et dans ce qu'il m'avait raconté. Donc c'est pas tout à fait lui. Et puis quand vous écrivez des dialogues de quelqu'un, moi, en tant que journaliste, quand je cite quelqu'un, entre guillemets, quand je fais des quotes, comme on dit, je les vérifie, et je dois être autorisé par la personne. Et j'ai pas cette culture du romancier qui peut inventer des dialogues. Donc j'ai ce truc-là. Si je fais parler mon père, il faut qu'il ait dit ça. Or, comme il est mort depuis longtemps, j'ai préféré cette petite distance. Mais c'est un réflexe de journaliste, voilà. Alors Jean-David, vous avez travaillé avec plusieurs dizaines de dessinateurs et pour des styles très différents, entre la science-fiction et Madeleine ou Ginette Kolinka, il y a toutes sortes de... Comment est-ce que vous... Non pas forcément comment est-ce que vous travaillez techniquement, mais peut-être... Mais est-ce qu'il y a un bon dessin pour un projet ou comment ça marche ? Bah, ça se définit au moment où d'abord on rencontre une personne avec qui on se dit on a envie de faire ce projet. Ce qui n'était pas le cas pour Madeleine, c'est-à-dire pour Madeleine, j'ai d'abord rencontré Madeleine. Et puis j'ai eu envie qu'on travaille avec Dominique Bertaille. On avait déjà fait le bouquin d'avant, j'ai parlé de Cartier-Bresson en BD, mais celui sur le débarquement de Robert Capa, qui était son meilleur pote de l'agence Magnum, qu'on avait fait avec Dominique. Et je savais que Dominique, il savait tout dessiner et surtout, il savait tout raconter. Parce que quand on dit dessinateur de BD, on nommait beaucoup la narration. Or, c'est le principal travail du dessinateur. C'est pas de faire des beaux dessins spécialement, même si c'est bien quand c'est beau, mais c'est de bien raconter l'histoire au bon rythme, qu'on comprenne tout ce qui se passe. Je dis toujours, si on travaille avec un narrateur qui est quelqu'un qui va mettre en scène l'histoire en image et qu'on ne comprend pas ce qui se passe d'une case à l'autre, alors on aura beau faire le meilleur scénario du monde, personne ne le saura jamais. Donc Dominique, je savais qu'il savait tout dessiner et tout raconter. Donc c'était vraiment... ça aurait été bien c'était bien de dessiner avec lui. Et il était occupé, Dominique, donc on a quand même attendu 1 an et demi qu'il l'accepte, à la suite d'un plan machiavélique que j'ai réussi à mettre en place, c'est-à-dire en le faisant venir voir Madeleine à l'occasion d'une séance de dédicace pas loin. Et je me disais, une fois qu'il aura rencontré Madeleine, il ne pourra plus dire non. Et il a rencontré Madeleine et voilà. Donc ça s'est hyper bien passé. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de lui. On ne savait pas du tout qu'il allait vraiment faire cette BD en bleu. Ça, c'est arrivé après. Mais je savais qu'il était capable de tout raconter, le plus léger comme le plus dur. Et c'était vital dans cette histoire-là, parce qu'on savait déjà tout ce qui allait arriver et qu'il y avait des moments vraiment compliqués. Et que donc il fallait qu'il soit contrebalancé par des moments légers, joyeux, etc. Donc voilà, c'était important. Et puis c'est toujours important, parce que même s'il y a Madeleine et s'il y a moi à côté, je pense que quand même dans une bande dessinée, ce qui attire les gens, c'est aussi le graphisme, à quoi ça ressemble. Et c'est tellement beau que finalement, c'est une grande part du succès. Après, les gens, ils rentrent dedans et ils aiment bien, mais le dessin, c'est quand même vital en bande dessinée.
Mais ce graphisme, ce dessin, Pascal Horry, quand vous avez évoqué le prix de la bande dessinée historique de Blois que vous présidez, que vous avez créé il y a combien d'années maintenant ce prix? Presque une vingtaine d'années. C'est oui. ça, une vingtaine d'années. Et quand on regarde le palmarès, quand on feuillette simplement les albums, on voit une immense diversité de styles graphiques. La bande dessinée historique n'est pas d'abord servie par un dessin documentaire, pas nécessairement. Il y a des auteurs, quelquefois des auteurs uniques, qui ont des gestes artistiques, pour dire les choses comme ça, beaucoup plus originaux. Oui, en tant que membre du jury, président de ce jury, mais d'abord membre du jury et en tant que critique, c'est vrai que je me suis rendu compte que j'étais d'abord, à vrai dire, saisi par la dimension graphique, pour le reconnaître. Bon. Et ensuite, évidemment, il y a un jeu subtil avec le scénario, le scénariste. J'ajoute que d'emblée, la première année de ce prix, on a couronné un album qui ne se voulait pas documentaire, qui était une fiction historique, mais très bien documentée. Et on envoyait une sorte de message parce que, en fait, on n'a jamais eu l'occasion, il faut être clair, l'occasion de couronner des bandes dessinées qui sont quasiment la mise à plat avec des images séquentielles d'un chapitre d'un livre d'histoire. Non, ça nous tombait des mains. Et pourtant, dans le jury, il y a en majorité des, entre guillemets, profs d'histoire, mais qui étaient tous d'accord pour dire que c'est d'abord une œuvre. La première bande dessinée, c'était Fritz C'était Saber. Muchacho. Muchacho. D'accord. Et je reviens sur le pouvoir, peut-être, le pouvoir du dessin, oui, parce que vous dites c'est ce qui saute aux yeux, évidemment. Ouais. C'est pour ça qu'on va vers une bande dessinée. Pour revenir à votre petit nazi illustré, les dessinateurs qui travaillaient pour ce titre de journal de propagande étaient des dessinateurs brillants. C'est peut-être ce qui rend la chose aussi terrible. Bon, je raconte rapidement. J'avais écrit Les collaborateurs et La France allemande. Je continuais justement m'intéresser à cette période. Et je m'appellerai toujours le jour à la Bibliothèque nationale, comme on disait à l'époque, actuelle BNF. On m'a apporté ce journal dont je connaissais vaguement le nom, mais il n'y avait eu aucune étude. Même à l'époque, on en parlait assez peu. Le Téméraire, qui a duré grosso modo 18 mois, 43-44, qui avait de fait l'exclusivité, je laisserai de côté une microscopique exception, en zone nord, donc entre autres dans la région parisienne, mais pas seulement. D'où des tirages qui s'étendent de 100 à 200 000 exemplaires, destinés à des adolescents. Et je m'attendais à trouver un journal pétainiste, bon. Et je tombe sur un journal nazi, incroyablement systématique dans la volonté de conduire ses lecteurs, lectrices, il y avait aussi des lectrices, mais les allusions sont peu nombreuses, donc principalement lecteurs, vers quasiment l'adhésion à des jeunesses hitlériennes. Tout ça fait par des Français, avec certes de l'argent allemand, mais le Grand Manitou, alors, que j'ai découvert entre la première édition et la deuxième édition du livre, donc là, vous avez une édition vraiment complète, j'allais dire très belle, sauf que évidemment ce qu'on vous montre est entre guillemets ou étymologiquement ignoble, mais c'est remarquable parce que ça s'inspire des grands magazines franco-américains, enfin américains repris par les Français des années 30. Et d'ailleurs, à la Libération, ce journal bien fait par des Français avec de l'argent allemand, a eu ses dessinateurs, à une exception près très particulière, récupérés par la presse française de la Libération, respectivement dans la presse catholique et dans la presse communiste. Et le journal qui sera vaillant, auquel Madeleine d'ailleurs a travaillé, le journal qui sera vaillant, qui est d'ailleurs le Jeune Patriote, c'est moi, je suis tombé de ma chaise, c'est la maquette exacte du journal nazi. C'est la même disposition des chapitres. Donc c'est un journal, entre guillemets, très bien fait, avec, pour les spécialistes de bande dessinée, aujourd'hui, les bons dessinateurs de cette époque, et qui ont été récupérés. Voilà. Mais pour une raison, à mon avis, très simple. C'est que la condescendance à l'égard de la presse périodique pour la jeunesse, à cette époque, est telle que ça passe en dessous de la ligne de flottaison. Les mêmes se seraient retrouvés à dessiner dans « Je suis partout », là, bon. Mais là, non, c'était pour les petits-enfants. J'ajoute que pratiquement le plus brillant, le plus compromis, Liquois, à la Libération, c'est quand même extraordinaire. Il faut imaginer, je résume, ce Liquois-là, qui
qui est le dessinateur de la série de science-fiction nazie du Téméraire. Il collabore, dans tous les sens du mot aussi, au Printemps 44. Printemps 44 a une bande dessinée, là aussi je suis tombé de ma chaise, il y a une bande dessinée dans un Canard enchaîné collabo, puisque les Allemands avaient bien repéré qu'il fallait un Canard enchaîné, il fallait une humanité collabo qui s'appelait la France au travail, etc. Et là c'était le Canard enchaîné collabo qui s'appelait le Mérinos. Le même Liquois dessine Zoubinette dans le maquis. Vous imaginez une bande dessinée anti-maquis, aigrillarde, dessinée, publiée au Printemps 44. Vraiment, on tombe de sa chaise. Zoubinette dans le maquis, c'est... Bon, je vous laisse deviner ce que ça peut être. Le même Liquois dessine avec un autre scénariste, évidemment, à l'automne suivant, 44, dans Le Futur Vaillant, dans Le Jeune Patriote, Fifi, gars du maquis. C'est extraordinaire. Vous connaissez le sujet. Hein, oui. Donc voilà, c'est tout à fait impressionnant. Et derrière tout ça, il y a un intellectuel français, professeur agrégé de grammaire, qui a été à un moment au cabinet d'Abel Bonnard, donc un radical, et qui, au moment je l'explique rapidement dans le livre, au moment de la libération de Paris, est sur les barricades du côté de la résistance. Sauf que c'est son passé Bonnard qui le rattrape, c'est pas la bande dessinée. Bande dessinée, c'est sans importance. D'ailleurs, je signale qu'à cette époque-là, le mot bande dessinée n'existe de fait pas. C'est les illustrés pour la jeunesse. Hein. Et donc, il est récupéré comme ça. Donc, du coup, il s'en va rejoindre le corps expéditionnaire français en Indochine. Mais là, il y a un moment où, d'après un témoignage de Bromberger, il faudrait vérifier, il serait passé du côté de Kimine. Et le même, il s'appelle Bousquet, c'est un nom maudit, Jacques Bousquet. On va le retrouver évidemment en Amérique du Sud. Et là aussi, je n'en croyais pas à mes yeux. La dernière mention, c'est une anthologie de poésie romantique, puisque c'était sa spécialité, publiée par Jean-Jacques Pauvert dans les années 60-70, et où on dit en 4e de couverture que M. Bousquet est un grand pédagogue qui s'est intéressé à la pédagogie, ben oui, comme ça, et que c'est un spécialiste du tiers-monde. Ça veut dire qu'en tant que collabo, il s'est réfugié en Équateur. Mais c'est merveilleux, parce que ça, c'est l'histoire. Et on sent que Jean-David a des idées de scénario qui lui viennent en tête. Ça peut faire un super scénario, la vie de ce Bousquet-là. Alors, on m'a fait signe qu'il reste très peu de temps et je m'étais promis de vous donner la parole éventuellement s'il y avait une ou deux questions. Alors, je ne sais pas s'il y en a. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Mais s'il y en a, c'est maintenant. Est-ce qu'il y en a? Non. Tout le monde est un peu assommé par la chaleur qui règne aujourd'hui. C'est très bien. À la place de répondre aux questions, je peux dire cette anecdote de Ginette Kolinka que j'ai vue souvent en rencontre publique avec des élèves ou quoi, et qui a toujours 3 sucettes et qui dit, comme elle sait que les gens n'osent pas poser des questions, que les 3 premiers qui poseront une question auront une sucette. Mais j'ai pas de sucette, j'en ai jamais. Mais il faut retenir les leçons, Jean-David. Ah, une question. Alors, Alors que vous savez que vous n'aurez pas de sucette, c'est courageux. Je vous donne le micro. Je suis une adulte. Bon, c'est pas vraiment une question, mais simplement, je voulais vous dire, je suis très contente que vous ayez réussi à faire émerger le statut de création de l'image et finalement nous faire aborder l'histoire d'une autre manière, voilà, que des manuels. Merci, monsieur. Voilà. Mais c'est dans une tradition quand même de l'histoire qui, partie de l'étude des textes, a quand même découvert progressivement l'image. Mais c'est vrai que l'intérêt des historiens pour la bande dessinée est quand même assez récent, des années 60 à peu près. En réalité, les premiers textes, c'est 50-60. Le mot bande dessinée lui-même, 9e art. Et je signale, puisque je suis membre d'une académie, que la bande dessinée est entrée il y a peu de temps à l'Académie des Beaux-Arts avec Catherine Meurice, Emmanuel Guibert et même Thierry Grunstein comme correspondant. C'est-à-dire un très bon choix. Hein. Eh ben, il y a eu une belle bande dessinée, une belle exposition à Beaubourg, dit madame, mais qui est malheureusement terminée. Mais c'est sur ces mots qu'on achève notre rencontre. Je voudrais simplement vous signaler, vous rappeler que Pascal Auris sera sur le stand des éditions Locus Solus pour signer son livre Le Petit Nazi illustré dans quelques minutes. Thomas Legrand sur le stand de France Inter d'abord, puis de Rue de Sèvres après. Radio France et après Rue de Sèvres. Radio France. Là, et Jean-David, je suppose, sur le site de Dupuis, mais il y est déjà. Donc n'hésitez pas si vous voulez poursuivre les échanges ou aller faire signer un livre. Merci beaucoup à tous et merci à tous les 3.
Merci.